Bonjour à tous et donc bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Proche Orientation, un nouveau rendez-vous qui ce jour est consacré à la thématique de l'égalité entre les hommes et les femmes. Avant toute chose, je vais vous rappeler quelques petites consignes. Gardez bien la vidéo fermée, le son également pour la qualité. Vous avez à votre disposition un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions et dans lequel nous avons une collègue, Jean, qui va nous transmettre les questions auxquelles nous allons répondre en direct. Donc, n'attendez pas la fin pour poser des questions, vous pouvez d'ores et déjà commencer à mettre des choses dans le chat. Voilà. Vous dire que ce rendez-vous, il sera disponible à la suite en replay. À la fin de la présentation, on vous donnera les liens, on les transmettra à l'établissement pour ceux qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu être avec nous cet après-midi. Alors, qui est Proche Orientation? Pour ceux qui ne le savent pas, Proche Orientation, c'est une compétence de la région Hauts-de-France. Et Proche Orientation a pour mission d'informer les jeunes sur les métiers et les formations. Et c'est pourquoi nous organisons ces rendez-vous Proche Orientation afin de pouvoir mettre à votre disposition un maximum d'informations avec des professionnels qui viennent parler de leur métier. Cette semaine, c'est la semaine de l'égalité homme-femme et cette semaine a été construite autour du 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc c'est une journée d'action, une journée de sensibilisation et beaucoup de gens se mobilisent autour de cette journée pour pouvoir réfléchir, échanger, créer un certain nombre d'événements pour faire parler et pour faire avancer les choses sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes et aussi avancer sur ce qui reste à faire pour que chacun ait sa juste place dans la société. Voilà. Du coup, c'est pour Proche Orientation une bonne occasion de mettre en lumière des Bien. femmes qui ont choisi une orientation et puis un métier qui est souvent exercé par les hommes et également de mettre en lumière des hommes qui sont dans une voie professionnelle qui est largement représentée par les femmes. Voilà. Merci à ceux qui se connectent de couper leur micro. Alors, toute la semaine, il y a des rendez-vous sur cette thématique égalité homme-femme. Donc, aujourd'hui, c'est le troisième et vous en avez encore demain avec la police et la santé. Donc, ce seront les secteurs qui seront présentés. Et vendredi, donc, le monde du numérique et des réseaux de télécommunications. Si vous souhaitez y participer avec vos enseignants ou même tout seul, vous pouvez tout à fait envoyer un mail à procheorientation@hautefrance.fr et puis nous vous donnerons le lien pour pouvoir vous connecter. Voilà pour la présentation et maintenant il est temps de pouvoir échanger en direct avec nos invités qui sont là aujourd'hui et qui attendent maintenant depuis un moment de pouvoir vous rencontrer. Et aujourd'hui nous allons parler de l'égalité homme-femme dans les métiers et dans les formations. Et pour ça, nous allons accueillir 3 personnes aujourd'hui. Avant de vous les présenter, j'ai oublié une chose importante, je ne me suis pas présentée. Et je suis Ingrid Solaire, je suis référente proche orientation pour les départements de la Somme. Et donc, j'ai invité aujourd'hui à nous rejoindre des ambassadrices qui se sont engagées volontairement auprès de Proche Orientation pour venir parler avec vous, les jeunes, de leur métier. Et nous avons le plaisir d'accueillir 3 femmes aujourd'hui qui exercent un métier dans lequel on retrouve plus souvent des hommes et qui vont parler avec nous aujourd'hui. Bonjour Aurélie Bobet. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Je vous invite en quelques mots à vous présenter déjà avant d'aller plus dans le vif du sujet après. Alors du coup, moi je suis la chef du Centre d'information et de recrutement des forces armées, donc le CIRFA, qui se situe sur Amiens, et je gère vraiment tout le recrutement des futurs aviateurs et aviatrices dans l'armée de l'air, dans toute la Picardie. Donc on se déplace dans la Somme, dans l'Oise et dans l'Aisne. Voilà, on essaie de prêcher la bonne parole
pour montrer aux jeunes les différents métiers qui sont disponibles et qui sont ouverts pour eux dans notre très belle armée. Très bien, merci Aurélie et bienvenue avec nous. On accueille aujourd'hui Yamina Abdad. Bonjour Yamina. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Amine Abdad, je suis alternante en licence HSE, donc hygiène, santé, sécurité et environnement. Et donc je fais ça au sein de Forestia, qui est une entreprise qui fait de l'équipement et, automobile. Et je suis à Proméo à Senlis. Donc pour expliquer vite fait un petit peu mon métier, je m'occupe du bien-être des salariés au travail et de leur sécurité, de leur santé. Et je veille à ce que tout le monde travaille dans de bonnes conditions et que les entreprises respectent toutes les normes et toutes les règles qui sont dictées par les normes HSE. Voilà, voilà. Très bien, merci. Donc vous êtes à la fois étudiante et à la fois salariée. C'est ça. Exactement. Ok, merci Yamina. Et puis nous accueillons aussi Eva Andouce. Bonjour Eva. Bonjour à tous. Je suis très contente de pouvoir participer aujourd'hui. Donc moi, c'est Eva Andoups et je suis ingénieure fraîchement diplômée. Je travaille au sein d'un technicien de maintenance des TER qui se trouve à Lille pour la SNCF. Et donc, je fais de l'amélioration continue. J'évoquerai un peu plus ce que ça veut dire après parce qu'en fait, quand on dit ça, ça ne veut rien dire du tout. C'est tout l'intérêt aussi d'expliquer ce que je fais aujourd'hui. Et voilà. Alors Eva, quand même, il me semble que vous êtes volontaire pour venir aujourd'hui, mais parce que ça vous tient particulièrement à cœur et que vous êtes aussi bénévole dans d'autres associations, il me semble. Tout à fait. Donc, je fais partie depuis ma première année d'études après le bac. Donc, depuis que j'ai 18 ans, je fais partie de deux associations. Une qui s'appelle Elle Bouge, que vous avez peut-être entendu parler, qui est une association supportée par notre ministère et qui promeut auprès des jeunes filles des collèges, des lycées et aussi post-bac les métiers scientifiques pour montrer que finalement il n'y a pas besoin d'être un garçon pour travailler dans des milieux qui sont parfois référencés comme masculins et que les filles ont toute leur place et que c'est parfois pas du tout l'image qu'on se fait des métiers qu'on va notamment présenter aujourd'hui et qu'on n'a pas les mains dans le cambouis, ou pas toujours, mais que c'est aussi très sympa et très intéressant et que effectivement encore aujourd'hui, pourtant on se dit qu'on est en 2021, il y a encore très très peu de femmes. En tout cas de mon côté, que ce soit pendant mes études ou là à la SNCF, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et je fais aussi partie de Ingénieurs et Scientifiques de France, qui est une autre association qui là n'est pas exclusivement réservée à un public féminin, mais qui promeut les métiers d'ingénieur et les métiers scientifiques de manière générale. Voilà, et bien merci. Donc, vous avez devant vous trois professionnels à qui ça tient à cœur d'être là aujourd'hui et de parler de leur place dans leur métier et puis de la place des femmes dans ce métier où il y a plus d'hommes. Aujourd'hui, on n'a pas d'hommes avec nous pour nous parler de l'inverse parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de parler de mixité. Ça concerne tout le monde, autant les garçons que les filles. Hein, pour tout métier. On va rentrer dans le vif du sujet puisque je vais vous inviter maintenant à nous parler un petit peu maintenant que vous nous avez dit quel était votre métier, de nous dire, bah, ok, c'est un joli titre, mais de quoi s'agit-il au quotidien? Qu'est-ce que vous faites? Et est-ce que vous avez un parcours professionnel qui vous a amené à ça? Peut-être que vous avez eu d'autres postes avant. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que vous avez des responsabilités? Est-ce que vous managez des gens? Et puis, comment se passent vos journées? Voilà, qu'est-ce que vous faites concrètement? Qui se lance? Je veux bien, si c'est parti. Allez. Alors, au niveau de mon parcours, moi, j'ai vraiment eu un parcours scolaire assez banal. J'ai fait un bac économique et social. Maintenant, les bacs ont un peu changé, mais un bac ES à l'époque. Après, j'ai enchaîné sur une maîtrise, donc un bac plus 4 en anglais, donc dans les langues vivantes en anglais. Après ça, donc, j'ai obtenu ma maîtrise.
J'avais un petit copain qui était américain, que j'avais trouvé aux États-Unis, donc je me suis dit, je vais aller le rejoindre. Donc, je suis partie faire un master de français aux États-Unis et j'ai enseigné le français aux États-Unis. Je suis partie en Floride, donc c'était plutôt bien, la chaleur et tout ça. Mais ça m'a pas plu du tout. Voilà, j'avais pas la fibre pour enseigner le français aux petits Américains. Donc, je suis retournée en France au bout de 6 mois. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de voyager, je parle anglais. Et je suis partie dans des études d'hôtesse de l'air. Donc, j'ai passé toutes mes qualifications pour être hôtesse de l'air. Et malheureusement, ça, c'était déjà en 2008. Ah, ça fait un petit bout de temps déjà. 2008. Et malheureusement, crise économique. Et là, plus de poste, aucun recrutement dans les compagnies aériennes. Donc, je suis retournée chez mes parents, donc j'avais 24 ans, et je me suis mise sur Pôle emploi et j'ai cherché un boulot sur Pôle emploi. Et j'ai tapé anglais parce que je sais que je voulais quand même enseigner l'anglais. Et j'ai trouvé un poste comme prof d'anglais dans l'armée de l'air. Voilà. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. Donc, je suis rentrée directement comme volontaire. Donc, les volontaires, c'est vraiment des petits contrats qu'on fait, des contrats de 1 an où on peut enchaîner comme ça pendant plusieurs années. Ça nous permet de tester un petit peu si l'armée nous convient. Donc j'ai fait 2 ans de contrat de volontaire prof d'anglais. Après, j'ai réussi à rebondir dans les relations publiques, la communication. Je suis passée officier sous contrat, donc vraiment un poste un peu plus important à 27 ans. Et je suis devenue chef de cabinet. Donc j'étais vraiment la responsable au niveau de la base de Paris de Ballard, donc dans le 15e arrondissement de Paris. Et je gérais vraiment tout le cérémonial et les déplacements du commandant de la base. Voilà, j'ai fermé la base en 2015 et puis après, je suis passée au niveau du grand chef de l'armée de l'air, vraiment celui qui avait les 5 étoiles sur les épaules. Et là, je m'occupais de tout son protocole, ses déplacements en France comme à l'étranger. Et j'ai été maman en 2016, donc de là, on va en parler aussi après, hein, de là à avoir un bébé à Paris, plus une vie de militaire avec des horaires assez contraignants, en tout cas dans ce poste-là. J'ai demandé, moi, à ma hiérarchie de trouver un poste un peu plus calme, entre guillemets, et j'ai réussi à avoir le poste en tant que chef du CIRFA d'Amiens depuis 2017. Voilà. Et donc, mon métier, c'est vraiment de. Donc là, je gère une équipe, on est 10 personnes en tout au niveau du CIRFA Armée de l'air, parce que j'ai mes collègues terriens et marins qui sont aussi avec nous dans le même bâtiment. Donc, au niveau Armée de l'air, on est 10 personnes, parité parfaite, 5 filles, 5 garçons. Et je gère du coup tous les plannings. Donc on se déplace, on fait des campagnes scolaires. Donc malheureusement, on se déplace plus dans les collèges parce que ça nous ferait quand même beaucoup de boulot. Mais après, on se déplace normalement dans tous les lycées de la Picardie et on organise des forums, des conférences auprès des jeunes pour justement leur montrer tous les débouchés qu'il y a dans l'armée de l'air. On va faire toutes les missions locales. On travaille aussi avec Proche Orientation. On essaie voilà, de cibler et de faire des choses concrètes pour l'orientation des jeunes et surtout pour les débouchés professionnels qu'ils peuvent retrouver dans l'armée de l'air. Donc c'est du boulot. Après, j'ai des horaires de bureau normal, hein. Je fais du 8h30, 17h. Donc voilà, il n'y a pas trop de contraintes au niveau horaire. Alors moi j'ai une question et une remarque en même temps. Mhm. Parce que quand on dit armée, moi souvent je m'attends à des militaires de terrain. Et en fait, je me rends compte que dans l'armée, vous avez fait beaucoup de métiers différents, ce qui veut dire que dans l'armée, il n'y a pas que des postes de militaires de terrain alors. Alors, c'est vrai que les militaires de terrain, il faut. Alors, nous, armée de l'air, on est vraiment une armée de professionnels, de spécialistes. Les métiers de terrain, eh ben, ça va plutôt être l'armée de terre, parce qu'eux, ils sont vraiment sur le terrain et c'est eux qui vont faire vraiment toutes les missions de terrain. Nous, armée de l'air, en gros, c'est de faire voler nos avions. Voilà, donc on a toute une armée au sol qui va faire voler les avions, après même faire partir des satellites, etc. Donc on est vraiment plus dans une armée spécialisée. D'accord. Ok. Et donc là, c'est les postes dont vous avez parlé, que vous avez occupés, c'est des postes qui existent aussi dans le civil. Donc en fait, l'armée est aussi organisée avec différents services qu'on peut retrouver dans d'autres collectivités ou d'autres structures. Vous avez parlé de la communication, vous avez parlé de l'événementiel, du protocole, euh, voilà, de donner des cours, de l'enseignement. Voilà, c'est des métiers qu'on connaît pas toujours de l'armée en fait. En fait, il faut se dire que l'armée, et surtout l'armée de l'air, vous allez retrouver exactement les mêmes métiers que dans le civil. Les métiers qu'on ne va pas retrouver, c'est l'aide aux personnes âgées. Voilà, parce que nous, après, on est retraités en plus assez jeunes, donc après, on n'est plus dans l'armée. On ne va pas s'occuper non plus des bébés. On ne va pas avoir de coiffeur ou de coiffeuse. Après, tout ce qui est agent immobilier, voilà, c'est des métiers. Mais sinon, tout le reste, dans le bâtiment, dans l'informatique, des cuisiniers, des infirmières, des auxiliaires sanitaires, donc des aides-soignantes, des mécaniciens, voilà, on va retrouver un énorme panel de métiers qu'on retrouve dans le civil, et ben on le retrouve aussi dans notre armée. Et ça, malheureusement, c'est peu connu. Voilà.
Et donc, du coup, vous êtes dans une équipe où il y a autant d'hommes que de femmes. Est-ce que c'est vrai globalement dans l'armée de l'air? Alors, on est l'armée la plus féminisée. Ça, on a cette chance-là. Donc, du coup, c'est sympa pour les jeunes filles qui veulent rentrer dans l'armée, mais que ça leur fait peur. Enfin, moi, je sais aux âges des jeunes de collège, même à 15 ans, 16 ans, 17 ans, je n'aurais jamais voulu rentrer dans l'armée. J'avais cette image, déjà des a priori, hein, qu'on voit beaucoup à la télé, des vidéos où on voit les gens se faire crier dessus, les questions de hiérarchie à fond, etc. Enfin, moi, ça me plaisait pas. Voilà. Donc, je suis rentrée vraiment pas par dépit, hein, mais voilà, chercher du boulot. Et je me suis dit, je vais tenter. Et je referai cette très belle erreur avec grand plaisir. Mais du coup, voilà, la parité, on l'a pas dans tous les métiers. C'est-à-dire que tous les métiers sont ouverts aux femmes. Il n'y a aucun métier qui est fermé aux femmes dans l'armée de l'air. Et on retrouve maintenant même des pilotes de chasse féminines, on retrouve des commandos parachutistes féminines. Voilà, rien n'est bloqué pour les femmes. Après, comme dans le monde civil, on va retrouver des métiers qui plaisent plus aux hommes. Voilà, dans le BTP, on va avoir une majorité d'hommes. Voilà, dans la mécanique, on va avoir une majorité d'hommes. Dans le métier du secrétariat, on va avoir une majorité de femmes. Dans l'infirmerie, une majorité de femmes aussi. Donc c'est exactement calqué comme le monde civil. Mais il n'y a aucun poste qui n'est fermé, ni à un homme, ni à une femme. Voilà. Non, Ok. tout est ouvert, exactement. On a cette Très bien. chance-là. Alors, quelle qualité il faut pour réussir un beau parcours dans l'armée, selon vous? Quelle qualité? Il faut avoir une certaine polyvalence. Je pense qu'il faut pouvoir s'adapter. Aimer le travail en équipe, parce que c'est ça qu'on on n'est jamais seul. On a toujours, enfin moi dans tous les postes que j'ai travaillé, j'ai toujours eu une équipe au-dessus de moi, une équipe en dessous de moi, une équipe avec moi. Donc il faut vraiment aimer travailler ce côté cohésion. On l'a vraiment, même côté famille, hein, dans l'armée. Donc ça c'est hyper important. Avoir un petit peu entre guillemets d'endurance, hein, il faut avoir ce petit côté un petit peu sportif, même si des fois après on a des gens qui prennent un petit peu le bidon parce qu'ils font de moins en moins de sport quand ils sont une fois dans l'armée, mais ça c'est partout pareil. Mais voilà, il faut aimer en fait travailler. Voilà, il faut aimer être passionné de ce qu'on fait. La passion, on l'a pas dès le début. Moi, je sais que je l'ai pas eu dès le début, hein. Au bout d'un moment, ça m'embêtait un petit peu de donner des cours d'anglais. C'était un petit peu assez répétitif. Et après, on a cette chance de pouvoir évoluer, de faire d'autres postes différents. Et voilà, donc d'avoir cette polyvalence, c'est quand même très sympa. Et puis c'est vrai ce que vous dites, de pouvoir évoluer, changer de poste, de métier, ça c'est intéressant aussi. Mm. Exactement. Ouais. Moi, je me dis, j'ai touché à plein de choses. Mon CV, il est vraiment maintenant étoffé. Je vais vous faire un petit peu de jalousie, mais je suis à la retraite dans 4 ans, donc je serai à la retraite à 39 ans. C'est quand même pas mal quand on est avec ce statut de militaire. Donc du coup, je sais que je pourrais après me reconvertir dans le monde civil très facilement avec l'expérience militaire. Oui, oui, après vous n'allez pas forcément arrêter de travailler. Ah non, non, non. Et de toute façon, je suis peut-être retraitée, mais ma retraite, je ne la touche que à 52 ans. Donc il faut bien que je bosse quand même Ah oui, encore. en C'est le effet. piège. C'est le piège. Ouais. Alors, comme vous êtes chargé de recrutement à l'armée, moi quand même envie de vous demander, parce qu'on a des gens qui peut-être se posent la question, on recrute dans quel genre de poste à l'armée de l'air? On a plus de 50 métiers. Donc certes, vous connaissez bien sûr nos pilotes, on a tous les métiers qui sont justement en relation avec le monde aérien. On a des hôtesses de l'air, hôtesses de l'air et stewards, on en recrute. Donc ça, c'est quand même sympa. En ce moment, avec la crise économique, on a malheureusement beaucoup d'hôtesses de l'air et de stewards de compagnies aériennes qui viennent maintenant dans l'armée de l'air pour bosser, parce que chez nous, nos avions volent, hein, toujours, on est toujours opérationnel. Euh, Gros recrutement, c'est au niveau de la mécanique, mécanique aéronautique et mécanique automobile. L'informatique, ça c'est vraiment les réseaux, la sécurité, la cyberdéfense, tout ce qui est satellitaire, etc. Donc c'est bien, en fait on a changé de nom, on est passé maintenant depuis le septembre dernier, on est passé armée de l'air et de l'espace. Voilà, parce qu'on voilà, on a rajouté cette touche encore en plus de l'espace, donc ça reste quelque chose qui peut attirer des fois les jeunes qui sont un petit peu la tête dans les étoiles comme ça. Voilà, ils peuvent atteindre des postes très sympas comme ça au sein de notre armée. Mais après, on a des métiers dans la restauration, des métiers dans le bâtiment, j'en ai parlé, des métiers dans le secrétariat, coach sportif, aide-soignante, voilà, j'en passe et des meilleurs. Voilà, il y en a énormément. Super, eh bien merci. Alors, on a des jeunes qui nous posent des questions très spécifiques Ouais. Les médecins, sur par quel exemple. titre. Oui, médecin dans l'armée, pilote d'hélicoptère. Alors, on va Mhm. pas pouvoir répondre à forcément tous les métiers spécifiques, Bien mais, sûr. Alors, par exemple, euh, ouais, pour devenir médecin, c'est pas le rôle entre guillemets, de l'armée de l'air parce que c'est un service particulier. La médecine, ça fait partie du service de santé des armées, là qui est le service le plus féminisé. Parce que là, on a, je crois, quasiment 75% de femmes dans ce service-là, parce qu'on retrouve bien sûr toutes les infirmières.
Le service de santé des armées, ce qui est bien, c'est que les jeunes peuvent tenter le concours pour entrer dans cette école et ils font leurs études de médecine. Ils font leurs études d'infirmière, etc., leurs études vétérinaires, leurs études pharmacologiques, etc., dans l'école militaire. Ils sont payés, donc ils sont rémunérés pour faire leur école, ils sont logés, ils sont nourris, ils font leurs études, donc le bac plus 8, bac plus 9, après ils peuvent se spécialiser s'ils veulent. Une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, donc soit leur diplôme d'infirmière au bout de 3 ans, et ben après ils doivent X années à l'armée. Voilà, parce qu'en fait l'armée leur a rémunéré leurs études. Après, par exemple, les infirmières, au bout de 3 ans, elles obtiennent leur diplôme d'État. Après, ils ont 6 ans à donner à l'armée, voilà, 6 ans de travail, et puis après, ils peuvent partir après, s'ils le souhaitent, dans le monde civil. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant, mais ça marche un peu comme dans le civil. Il faut passer le PACES, et puis après, faire les concours pour rentrer à l'école de médecine. Et pour pilote d'hélicoptère, le niveau d'études, eh ben, il faut un bac minimum. Voilà. D'accord, bon, alors de toute façon, l'armée de l'air et de l'espace recrute des personnes qui sont qualifiées ou recrute aussi des personnes non qualifiées qu'elle forme? Les 2. Alors, Les on peut deux. recruter des alors j'ai Ah, des voilà. jeunes souvent qui sont aussi, déscolarisés, voilà, qui s'arrêtent en classe. Alors, au niveau du recrutement, on recrute de la classe de 3e jusqu'à bac+5. Faut dire que l'éventail, il est large. On a des jeunes qui ont fait une classe de 3e et qui aiment pas l'école. Voilà, ils disent: «Voilà, moi je suis anti-scolaire, j'aime pas du tout ça». Donc après, on va plutôt les orienter vers des métiers de terrain. On a quand même des métiers de terrain, on a les commandos parachutistes, on a des fusiliers de l'air, on a des maîtres chiens. Donc du coup, ça, il faut pas de compétences scolaires particulières. Il faut juste être un bon sportif et puis être quelqu'un qui aime être dehors, maniement des armes, et cetera. Voilà, donc là, il faut pas de cursus particulier. Et après, on a des jeunes qui vont avoir juste un bac général, un bac professionnel, un bac technologique comme STI2D par exemple ou STMG, et qui vont après se spécialiser au sein de l'armée de l'air. C'est-à-dire qu'après, l'armée de l'air va les former de A à Z sur leur métier. Voilà, c'est des mois et des mois de formation rémunérés et après ils apprennent directement leur métier. Donc c'est quand même assez sympa. Et une autre chose qui est aussi sympa aussi, comme on a des collégiens avec nous, on a un lycée militaire donc qui se situe à Saintes, donc dans le sud-ouest. Et ce lycée-là, il est ouvert à partir d'une classe de CAP, donc un CAP en 2 ans, ou première et terminale, donc générale, terminale STI2D et des bacs pro aéronautiques. Et là, du coup, les jeunes peuvent vraiment faire leurs études en étant rémunérés, en étant en système d'internat et 100% de réussite au bac. Voilà. Et après, ils ont un boulot directement, parce qu'en fait, après, ils continuent, hein, une fois qu'ils ont passé leur diplôme au sein de cette école, ils continuent, ils ont un poste directement au sein de l'armée de l'air. Donc c'est quand même très sympa. Super intéressant. En tout cas, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez tout à fait aller sur le site qui est précisé dans le chat, le site défense.gouv.fr. Vous pouvez aussi prendre contact avec Madame Bobet ou en tout cas son équipe. Vous pouvez vous rapprocher de vos professeurs principaux et des psys de l'éducation nationale. Voilà. Merci Ok, beaucoup. merci Aurélie. Un autre parcours qui, cette fois, n'est pas dans l'armée et qui est différent, c'est celui de Yamina, qui n'a pas fini son parcours de formation encore et qui est en emploi. Et alors, Yamina, vous travaillez dans un secteur qui est souvent mal connu des jeunes, HSE. Souvent, on dit, je vois C'est beaucoup de quoi? phrases écrites, HSE. De quoi parle-t-on? Quel est votre métier? Quelles sont vos activités au quotidien, Yamina? Alors, donc, répète les lettres: H pour hygiène, S pour santé et sécurité, E pour environnement. Et donc, un responsable HSE, un bon responsable HSE, il veille à ce qu'un salarié soit en sécurité, en bonne santé et dans des bonnes conditions d'hygiène au travail. Donc, par exemple, on va mettre tout en place pour qu'il ne puisse pas se blesser avec les outils qu'il utilise. Donc, en passant, par exemple, avec tout simplement une visière pour éviter les projections, des gants pour éviter les coupures ou les brûlures, des combinaisons. Enfin, voilà, c'est vraiment tout cet aspect-là pour qu'il puisse travailler dans de bonnes conditions. Après, il n'y a pas que ça. Donc, ça, c'est plutôt par rapport au bien-être et la vie de tous les jours au travail de l'employé. Il y a aussi la partie environnementale qui est très importante et l'aspect qualité aussi. Donc, tout ce qui est environnement qualité, c'est plutôt par rapport à l'entreprise. Donc, est-ce que l'entreprise fabrique bien son produit ou par exemple, son service est bien prodigué?
Est-ce qu'elle respecte certaines normes environnementales? C'est très important. Donc là, on est, surtout en ce moment, on est en pleine réflexion par rapport à l'environnement, les rejets de CO2. Et donc, l'Europe et la France sortent des lois par rapport à ça et il faut les respecter. Et donc, un responsable HSE se doit de vérifier que l'entreprise ne fait pas fausse route sur cette idée-là. Donc, par exemple, il y a un mois, je devais faire tous les relevés énergétiques, donc les consommations d'électricité, les consommations de gaz, comme pour une maison, hein, mais de l'entreprise, et pour voir si on n'a pas trop dépassé et si on est encore dans les normes qui ont été fixées. Alors, moi, ce qui m'a plus plu dans ce métier, donc je débute dans ce métier-là. J'étais tout d'abord, j'ai passé un bac S. Après, je suis partie en médecine. Ça m'a pas plu. Je suis partie en école de langue parce que j'aimais beaucoup les langues et je me suis dit que ça m'aidera un peu dans tous les métiers que je pourrais faire. Et juste avant l'école de langue, j'avais un BTS gestion des entreprises. Et quand j'ai fait ce BTS, jamais je me serais dit que je serais responsable HSE un jour. Je me disais, oh là là, tout sauf ça, l'environnement, c'était pas mon truc, la qualité, c'était pas mon truc. Et par le plus grand des hasards, j'ai travaillé pendant 2 ans. Et sur une des missions, j'ai dû former mes collègues aux règles HSE. Et là, j'ai eu la petite ampoule. Je fais, oh, mais c'est ça, c'est ce que je veux faire. Comme quoi, voilà, il faut tester avant de dire non, je ne ferai pas. Et donc, moi, ce qui m'a plu, c'est la partie terrain. Donc, je suis sur le terrain avec mon petit casque, mon petit gilet, mes chaussures de sécurité, ce qui ne m'empêche pas d'être habillée en jupe, maquillée, coiffée, hein, bien sûr, il ne faut pas avoir peur. Et je vais vérifier si tout est en ordre, si les employés travaillent avec eux aussi leurs petits casques, leurs gants et leurs gilets orange. Et voilà, je fais le tour des fois, je me balade. C'est vraiment un métier qui est très cool parce que je passe allez, 60% de mon temps à me balader dans l'entreprise, à y dire bonjour un peu, voir tout le monde. Si des personnes ont des questions par rapport aux missions que je leur ai données, parce que parfois je leur dis, ouais, il va falloir va falloir baisser le chauffage, il va falloir faire ci. Et donc, on discute et ça, c'est la plus grosse partie de mon métier. C'est vraiment très cool. Il n'est pas connu, mais il est super cool. Bon, pas autant que l'armée de l'air, mais c'est cool. En tout cas, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que à la fois vous devez monter des projets et étudier comment fonctionne l'entreprise pour qu'elle fonctionne mieux à la fois pour les personnes, pour l'entreprise et pour l'environnement. Donc, il y a une partie d'analyse, de recherche, de construction d'une réflexion. Vous proposez des solutions et après, vous êtes en contact direct avec toutes les équipes, quelle que soit leur fonction dans l'entreprise, pour faire appliquer ces nouvelles règles pour le bien de tous et finalement. Exactement, c'est ça. Donc, souvent dans la hiérarchie, aujourd'hui, on place le responsable HSE juste en dessous du directeur de cuisine. On n'a pas autant de pouvoir que lui, et même moins de pouvoir que les ressources humaines. Mais nos règles et les décisions qu'on prend, si on les prend, c'est pas pour rien. Donc, c'est pour ça on est mis haut dans la hiérarchie pour pouvoir avoir un poids sur les autres collaborateurs. Donc, moi, je le dis souvent à mes employés, c'est si je vous dis ça, c'est pour votre bien, c'est pas pour le mien. Je vais pas gagner plus d'argent à la fin du mois. Mais voilà, pensez que votre famille a envie de vous revoir avec tous vos doigts, avec votre tête, avec votre corps entier. Parce que bon, voilà, sur certains métiers, les doigts, ça part très vite. Alors, s'ils ne sont pas protégés, donc on peut se couper. Et donc, et puis, il y a quelques récalcitrants. Non, mais ça fait tant d'années que je travaille comme ça. Donc, pourquoi aujourd'hui je vais mettre des gants? Oui, mais souvent, les accidents qui arrivent, c'est pour les personnes qui sont là depuis très, très longtemps. Bon, ce n'est pas la majorité, mais quand même. Et donc, voilà, c'est vraiment des règles pour aider et l'entreprise et le salarié. Le salarié travaille dans de bonnes conditions. Qui dit bonnes conditions,
que ce soit physique ou mental, hein, parce qu'on a aussi tout ce qui est partie risques psychosociaux, donc les dépressions à gérer, tout ça. Et l'entreprise, en même temps, un salarié qui est content, c'est un salarié qui va mieux travailler. Donc voilà. Et un salarié qui aura envie de rester aussi dans l'entreprise. Bien sûr, Bah oui, bien bien sûr. sûr. Alors, dans votre métier, ou dans l'entreprise, hein, parce que vous travaillez dans l'industrie automobile, est-ce qu'on trouve beaucoup de femmes? Alors, moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise où il y a quand même beaucoup de femmes. C'est voilà, c'est une entreprise qui a une visée internationale et donc on a en plus, la semaine dernière, c'était la semaine sur le sexisme envers les femmes. Donc voilà, on a une vraie culture pour essayer d'avoir de la parité, pour mettre les femmes quand même sur, pas sur un piédestal, mais voilà, pour bien les mettre en avant. Mais auparavant, oui, j'ai travaillé dans des entreprises où bah, j'étais la seule jeune fille, déjà, jeune et fille. Et ça, bon, c'est très compliqué au début. Et puis, voilà, faut pas hésiter à taper du poing, être ferme. Et puis, finalement, bah, ça se passe bien. Et bah, à la fin, l'équipe, elle se dit, ah bah oui, c'était bien d'avoir la Mina dans notre équipe. Ça apporte un plus. Alors, Oui, justement, vous avez des responsabilités et une position hiérarchique élevée dans la société. euh, et vous faites 1,50 m et vous portez des talons et du vernis. oui, Alors donc, oui, c'est oui, 1,50 m, compatible. je l'avoue. C'est possible. On se prend souvent des remarques. Ah, bah, tu t'es pas au collège, t'es pas au lycée. Mais non, non, non. Il faut juste être ferme. C'est vrai que des fois, je regarde des employés comme ça, enfin, bien, bien, bien avant. Mais voilà, j'ai pas choisi d'avoir autant de responsabilités, mais je les ai et je me dois de faire respecter les règles. Et puis, bon, après, voilà, c'est beaucoup de pédagogie. Il faut, il faut expliquer, faut pas imposer, il faut expliquer. Et ça passe mieux quand on explique gentiment, quand on donne des exemples. Moi, je prends souvent l'exemple de la maison, de la famille. Et là, quand on parle de la famille, ça cogite un peu plus. Alors du coup, vous avez déjà partiellement répondu, mais quand on est une femme, qu'on fait pas 1,90 m, qu'on est dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes, hein, parce que c'est de l'industrie, etc. Quand on a un poste avec autant de responsabilités, qu'est-ce que ça demande comme aptitude pour être entendu et respecté dans son travail et dans ses compétences? Alors, Est-ce qu'il faut des qualités particulières ou est-ce que être compétente, c'est la plus grande des qualités? C'est surtout ça ma question. il faut les deux. Il faut être compétente parce que si on n'est pas compétente, forcément, on aura moins de crédibilité. Mais il faut avoir de la fermeté. Donc, par exemple, si une fois on vous fait une remarque, on remet la personne à sa place, donc on met de la distance, il ne faut pas tout laisser passer. Donc, bah oui, moi, des fois, on venait me caresser la tête. Bon, il n'y avait pas le Covid et on me dit, oh, la petite gentille fille. Donc, on remet les personnes à sa place et enfin à leur place et voilà après on prouve, on explique, mais je pense qu'il y a beaucoup, enfin en tout cas dans mon métier, il y a beaucoup de communication et c'est obligatoire. Et tout type de communication, pas que la communication orale, il y a aussi la manière dont on se comporte dans l'entreprise. C'est très important. Et puis bah, nous en tant que HSE, on est très surveillés, donc un pas de travers et donc voilà, il faut pas. Si on impose des règles, il faut être irréprochable par rapport à ces règles-là. En fait, les qualités et les aptitudes que vous nommez finalement, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, euh, il faut pouvoir se faire respecter dans son rôle grâce à ses compétences. Mais en effet, vous avez raison, le savoir-être professionnel, il est aussi important. Et en fait, je pense que quel que soit son genre, voilà, avoir la bonne attitude professionnelle, c'est essentiel. Voilà. Mmh, c'est ça.
Merci Amina Avec pour plaisir. cette précision. Alors quand même dire que vous avez déjà beaucoup de responsabilités, pourtant vous êtes toujours étudiante puisque vous êtes en alternance. Alors en quelques mots, c'est quoi l'alternance? Alors, en quelques mots, je suis à l'école, je valide un diplôme et en même temps, je travaille. Donc, j'ai un salaire et j'ai de l'expérience. Donc, ça aide beaucoup à la fin, quand on termine le diplôme, on nous dit souvent, bah oui, mais t'es trop jeune, t'as pas assez d'expérience. Bah oui, mais regardez, moi, j'ai travaillé pendant 2, 3, 4 ans. Il y a des personnes qui font toute leur scolarité après le bac en alternance. Donc, ils sont diplômés et ils ont 5 ans d'expérience d'office. Et donc l'alternance, donc moi je suis alternante et en plus je suis ambassadrice de l'industrie, donc c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Et donc voilà, c'est une voie qu'il faut explorer. Il y a plein de métiers qui sont ouverts à l'alternance. Tous les métiers maintenant, bon, peut-être pas médecin, mais voilà, ça pourra peut-être venir un de ces jours. Mais voilà, il y a plein de métiers et surtout plein de qualifications. Il y a des bacs, il y a des BTS, il y a des masters, il y a vraiment de tout. Il y a même des masters spécialisés et des doctorats en alternance. Donc pour dire, voilà, l'alternance est vraiment ouverte à tout le monde et c'est vraiment une voie qui est super pour valider son diplôme parce que voilà, des fois, enfin moi j'ai fait beaucoup d'études avant, je ne serais pas repartie sur autant d'années, bon là j'en avais trop à faire, autant d'années en étant étudiante totalement. Ah oui, là vous avez déjà un pied dans le monde professionnel, même les deux pieds. Ah oui, Même oui, les oui. deux pieds. Et puis aussi, ce que je vais rajouter, c'est que l'industrie, c'est quand même un des secteurs les plus porteurs d'emplois et d'avenir en région France. Donc, l'industrie a une démarche de favoriser l'insertion aussi des femmes et beaucoup d'alternances possibles. Euh, j'ai envie de dire aux jeunes, soyez curieux, allez découvrir ce monde qui est souvent mal connu, puisque vous me disiez, Yamina, qu'à la base, vous ne connaissiez pas l'industrie et que spontanément vous n'y seriez pas allé, mais qu'à un moment, voilà, il faut être curieux, faut aller regarder et s'intéresser, découvrir. Bon, on en reparlera encore un peu après. Ça marche, à tout de On suite. va laisser quand même la parole à Eva qu'on n'a pas encore entendue, puisque Eva aussi, elle est dans un secteur où d'abord qu'on connaît pas très bien, ou alors on connaît certains métiers, mais pas tous. Euh, ceux qui sont plus industriels, plus techniques, plus mécaniques, tous ces métiers-là, on les connaît un petit peu moins puisque vous travaillez à la SNCF hein, pour les TER Hauts-de-France. Donc bonjour Eva. Alors là, on change encore de registre, mais pour aussi une jeune diplômée finalement, parce que c'est pas si vieux que ça pour vous. Alors Eva, est-ce que vous pourriez nous parler de votre métier, de votre poste au quotidien, de quoi il s'agit? Et puis des responsabilités que vous avez et ce qui vous y intéresse. Alors, ouais, effectivement, c'est assez récent puisque j'ai été embauchée en octobre et j'ai fini mes études au mois de septembre. Donc, j'étais en alternance, moi aussi, comme Yamina, dans un domaine qui a absolument rien à voir avec ce que je fais actuellement. Peut-être que je ne sais pas si on parle un petit peu plus après de la formation, je ne vais peut-être pas m'attarder tout de suite dessus. Donc je vous rencontrais. Donc du coup, moi, je suis une nouvelle nordiste. Moi, je suis parisienne de base et me voilà dans les Hauts-de-France. Mais je suis ravie puisque j'ai fait une partie de mes études dans le Nord et j'ai rencontré mon amoureux moi aussi. Et c'est lui qui m'a fait quitter ma région natale. Mais je suis hyper contente d'être ici. Et donc, je travaille effectivement à la Vous SNCF. savez ce qu'on dit, hein? On dit Ouais, qu'on vient souvent le par Nord, amour dans les Hauts-de-France et après on les quitte plus. exactement, mais c'est comme dans le film, quoi. On pleure en arrivant, mais on pleure en Exactement. partant. Et ouais, et du Voilà. coup, en plus, j'ai dû repartir à un moment à la fin de mes études pour retourner à Paris. Et j'ai dit, mais que nenni, moi je retourne dans le Nord, c'est terminé, c'est fini Paris, là, ça m'a saoulée. Donc je suis retournée dans le Nord et me voilà ici. Et donc, oui, vous disiez tout à l'heure que la SNCF, effectivement, souvent les gens ne savent pas l'ampleur, encore une fois, c'est un peu comme à l'armée, l'ampleur des métiers qui existent. Je pense qu'on s'imagine peut-être le conducteur du train, les gens dans la gare qui sont au guichet, et puis on se dit que peut-être il y a forcément des RH quelque part cachés.
Mais en fait, encore une fois une palette de métiers que même moi, je ne saurais pas vous dire combien il y a de métiers différents, tellement il y en a. Il y a effectivement des RH, il y a de la communication, il y a du marketing, il y a du web développement, il y a de la maintenance, il y a les conducteurs de train, il y a vraiment, en fait, c'est toute la chaîne du service, en passant par la maintenance jusqu'à la mise en circulation des trains qui est pris en charge par la SNCF. Donc, je pense que bon, nous, on n'a pas d'infirmière pour le coup. Enfin, en tout cas, je ne crois pas. Mais il y a vraiment une palette de métiers qui est assez impressionnante. On a aussi un pôle HSE qui est très, très important. Je rejoins Yamina en disant que c'est des gens qui sont assez haut placés dans la hiérarchie parce que, comme elle le disait, c'est des métiers qui sont pas à négliger, surtout dans l'industrie où il y a probablement des accidents, enfin, en tout cas des potentiels accidents tous les jours. Donc, c'est très important. Et donc, moi, je travaille sur le terrain c'est une sorte de gros atelier où il y a des voies de train où les trains viennent, les TER, donc c'est des trains régionaux, c'est pas, nous on ne fait pas de TGV, qui viennent tous les jours se garer pour avoir des opérations de maintenance qui ne sont pas des grosses opérations, euh, parce que en gros le train arrive le matin, on lui fait ses opérations sur ce qu'on appelle les creux de roulement, donc c'est les moments de la journée où il y a moins de trains qui circulent parce que les gens sont au travail, donc ça ne va pas être à 8 heures le matin par exemple, les trains ils sont en train de circuler. Ensuite, une fois que les gens sont au travail, ils reviennent vers nous faire un peu de maintenance. Et puis en fin de journée, ils recirculent pour que les gens puissent rentrer chez eux. Alors Et la donc, maintenance, ça veut dire Oui. quoi la maintenance? Ça veut dire des réparations? Ça veut dire l'entretien? Ça veut dire d'autres choses? Alors, on est environ à 80% d'entretien. Donc, c'est par exemple, on va se dire que le remplacement de tel organe, il se fait je vous dis n'importe quoi, tous les 100 000 km, comme sur une voiture, exactement pareil. Même si la pièce n'est pas cassée, par précaution, on va la changer. Ou alors, au moins, on va faire un contrôle. Finalement, en termes de réparation, sur le site de Lille, on est à environ 20%. Évidemment, il y en a, hein, quand on va percuter des animaux. Quand en automne, il y a beaucoup de feuilles où c'est glissant, ou alors un organe qui va être cassé. Enfin, il y a des pannes, mais globalement, on est quand même à environ 80% d'entretien. Et c'est des opérations qui ne prennent pas longtemps. Voilà, c'est sur une journée, ça peut être fait, quoi. Et donc moi, je ne suis pas à proprement parler en train de réparer les trains. Moi, je suis dans ce qu'on appelle un pôle support. C'est comme les ressources humaines. C'est des pôles qui sont là pour aider les gens qui sont, eux, sur le terrain. Sauf que le mien, ça s'appelle le pôle méthode. Le pôle méthode, il sert à créer ce qu'on appelle les gammes. Les gammes, c'est les notices avec tout ce que les agents qui sont sur le terrain vont devoir faire pendant l'opération. Donc, ça va être toutes les étapes à suivre avec le matériel qu'il faut, les pièces de rechange, etc. Vraiment la notice de ce qu'il va falloir faire. Donc, nous, on les crée, on les maintient à jour quand il y a des évolutions des opérations ou des évolutions de la part de la direction qui dit, ben voilà, telle opération, maintenant, on va rajouter un point d'attention sur tel organe. Donc, toutes ces mises à jour-là, c'est nous qui nous assurons qu'elles sont bien relayées sur le terrain. Et on va aussi faire de la performance, forcément un peu, parce que il faut bien aussi pas perdre trop de sous dans l'histoire. Donc, on va s'assurer que les opérations, on les fait bien dans un temps imparti, avec un nombre d'agents imparti et pas plus qu'il n'en faut, que nos pièces, on les consomme encore une fois juste ce qu'il faut et qu'on n'en perd pas gratuitement sur le chemin. Voilà, on va s'assurer que tout ça, ça se fait de manière non pas efficace, mais efficiente. La différence étant que efficient, ça veut dire qu'on fait des choses bien avec les moyens requis et non pas plus. C'est ça aussi le risque, c'est que être efficace, c'est bien, mais être efficient, c'est mieux. Donc nous, on s'assure que tout ça, ça fonctionne bien avec juste ce qu'il faut de matériel et juste ce qu'il faut de personnel. Et puis après, on participe à des revues où on présente cette performance au directeur du site et au directeur aussi globalement des technicentres Hauts-de-France, qui lui s'occupe non seulement du technicentre de Lille, mais aussi celui d'Amiens et de Calais. Et donc, on lui présente des résultats
très régulièrement. Je dirais toutes les 2 semaines, il y a une revue qui est organisée pour lui présenter voilà, comment ça se passe sur les sites et puis évoquer les problèmes qu'on peut rencontrer s'il y a besoin d'avoir plus de moyens, d'accords, etc. Voilà, et c'est ce qu'on appelle globalement en école d'ingénieur, on appelle ça de l'amélioration continue. Ça veut un peu tout rien dire, comme je disais tout à l'heure. Globalement, ça veut dire que on s'assure que les opérations qui sont réalisées sur le terrain, encore une fois, elles se passent bien, qu'il n'y a pas de problème, que les pièces sont là en temps et en heure, que les opérations sont réalisées correctement, que les agents sur le terrain nous fassent remonter quand ils rencontrent un souci, type il y a une opération avec une notice, sauf que les notices, en général les gens qui les rédigent, c'est pas les gens sur le terrain, donc parfois ils peuvent écrire des choses et puis se rendre compte finalement sur le terrain que c'est pas possible de procéder de cette manière. Donc voilà, ça va être s'assurer que tout se passe bien. C'est ça l'amélioration continue, s'assurer que tout se passe bien. C'est un peu voisin de ce que fait Yamina dans le sens où c'est faire en sorte, en effet, que ça se passe bien, que ça corresponde, que ça soit plus efficient, que ça corresponde aux besoins, aux attentes et que la qualité, elle soit là, quoi, à la fin. Exactement, exactement. Sauf que là, bah, c'est exactement ça. La seule différence, je pense, c'est peut-être que Yamina va peut-être plus s'attarder sur la sécurité que nous, on le fait. Nous, on est un petit peu moins concentré là-dessus. Évidemment que si on croise un agent qui porte pas ses équipements de protection, on va lui dire, mais c'est pas notre rôle. Ouais, nous, c'est vraiment c'est la partie opérationnelle et technique de Yamina, je dirais. Très bien. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes et est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre équipe? Alors, pas du tout. Alors, je dirais globalement, la SNCF, pour remettre un peu de contexte, ils sont très bons là-dedans parce que j'ai vu les derniers rapports qui sont sortis, ils ont obtenu les meilleures notes possibles en termes d'efforts investis pour atteindre une parité et dans les égalités salariales entre les hommes et les femmes, ils sont vraiment excellents. Après, je ne vous cache pas que sur le terrain, notamment donc, au Technicentre et à Lille, on est un peu plus d'une centaine. Et je crois qu'à tout casser, on doit être 5 femmes. Donc, ou alors les autres, je ne les ai pas vues. Et elles sont bien cachées, mais je crois pas. Mais en tout cas, dans mon pôle à moi, je suis toute seule. Donc, dans le pôle méthode à Lille, on est 5, je suis toute seule. Et puis sinon, dans mon bureau, donc on est 12 personnes. Il y a une autre femme qui est une alternante. Et sinon, il y a une chef d'équipe sur le terrain. Et après, ça va être, il me semble qu'il y a 3 ou 4 agents femmes sur le terrain, mais ça s'arrête là. Donc non, on n'est pas beaucoup. Mais c'est pas grave, parce que du coup, comme je l'évoquais avec vous, Ingrid, on est chouchoutés parce qu'on n'est pas beaucoup, donc on nous repère. Et quand on passe, c'est oh bonjour Eva, ça va, on va vraiment plus s'attarder. Peut-être que les gens vont faire plus attention aussi à la manière dont ils nous parlent. Dans les bureaux, ça va dire un peu moins de bêtises. Donc c'est pas plus mal. Moi, j'ai jamais ressenti, j'ai eu de la chance peut-être, mais j'ai jamais eu de mauvaise expérience du fait de travailler dans un milieu d'hommes. Au contraire, je trouve qu'ils sont très respectueux et que ça se passe très bien. Le seul truc, c'est que parfois, je me sens un peu seule, quoi. C'est vraiment au temps libre, ça parle de foot et de bière. Bon, c'est sympa. Moi, des fois, j'aimerais aussi parler de jupe et de vernis. Je le fais pas, mais c'est pas grave. À condition d'être passionné de vernis aussi, c'est pas forcément le cas de Ah non, toutes. c'est pas. Alors moi, en l'occurrence, je suis passionnée de vernis. J'aimerais bien parler de la couleur de mon vernis, je peux pas. C'est pas grave. Ou quand je vais chez le coiffeur, personne va me dire, oh, t'as été chez le coiffeur, ça te va super bien. Ah non, 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 ça, ils ne le Ouais. voient même pas. Je peux changer. Une fois, j'ai changé de couleur de cheveux. Ils ont rien vu. Ça arrive aussi à la maison, rassurez-vous. C'est vrai. Alors, je relève quelque chose que vous avez dit et que je trouve intéressant, c'est que, en effet, la mixité dans les équipes, elle permet de réguler beaucoup de choses. Et réguler l'ambiance, de réguler parfois des tensions, de réguler certains comportements. Mais c'est aussi vrai à l'inverse, hein, c'est-à-dire que des groupes que d'hommes ou des groupes que de femmes, hein, quand il y a de la mixité, ça permet quand même de réguler et qu'il y ait une bon, harmonie, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas,
ça permet d'être dans de bonnes dispositions. Voilà. Tout à fait. Mais je suis totalement d'accord avec l'inverse aussi. Vous dites, s'il y a une équipe de femmes et qu'il n'y a pas d'hommes, je l'ai vécu, c'est pas sain non plus. Donc, c'est vraiment la diversité qui fait la force. Tout à fait. Ouais. La mixité, la diversité, je suis complètement d'accord avec vous. Alors, pour revenir à quelques petits chiffres dans l'emploi, par rapport au métier que vous exercez, on se rend compte que le niveau d'études des femmes est plus élevé que celui des hommes. Et cependant, elles occupent des postes moins qualifiés. Puisque les chiffres de 2017 montrent qu'il n'y a que 15% des cadres parmi les femmes, alors qu'il y a 21% des cadres hommes. Et notamment, je pense aussi à vous qui êtes ingénieur, il y a beaucoup plus d'hommes ingénieurs que de femmes. Et on retrouve beaucoup moins de femmes ingénieurs dans les métiers de la production. Voilà. Donc, voilà. Et on parlait de l'industrie, puisque vous êtes deux à travailler dans des secteurs plutôt industriels. Euh, il y a certaines voies comme la construction, par exemple, où il y a très peu de femmes. Il y a 1% de femmes seulement. Dans l'industrie, bah, voilà, les hommes sont plus majoritaires aussi pour l'instant, mais ça évolue très bien avec le temps. Euh, donc, bon, ayons bon espoir que ça continue. Il est aussi vrai qu'on retrouve plus facilement les femmes dans certains domaines professionnels, malgré que tous les métiers soient accessibles à tous. On retrouve plus les femmes dans des secteurs comme de l'administration, de l'enseignement, de la santé, les relations humaines et l'action sociale, parce qu'elles sont majoritaires, à 45%. Par contre, beaucoup moins les hommes, ils sont que 19%. Tout comme il y a très peu d'hommes dans les métiers de sage-femme. Ils sont que 2,6%. Bon, en Hauts-de-France, on est au-dessus, donc bravo pour nous. La parité avance, mais bon, on en est loin là, quand même. Donc voilà, quelques chiffres qui rappellent quand même qu'il y a encore des écarts et que ça progresse et qu'il faut qu'on continue dans cette lancée. Alors, on revient un petit peu sur votre orientation. Vous avez parlé de votre parcours de formation. La question que souvent se posent les jeunes qui connaissent peu les métiers, c'est bah, moi, j'ai pas d'idée, j'aurais pas pensé aller voir tel et tel métier. Alors, vous, comment vous avez eu l'idée de vos choix professionnels, de votre orientation? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes décidé à vous lancer dans cette filière? Alors, parfois, vous l'avez déjà dit, c'est pas arrivé tout de suite dans les études, ça peut être un moment du parcours. Est-ce qu'il y a eu une rencontre? Est-ce qu'à un moment, vous avez rencontré un professionnel, une professionnelle qui vous en a parlé? Est-ce que ça a été un stage qui a déclenché ça? Et puis, quand vous vous êtes dirigé vers cette filière-là, est-ce que autour de vous, est-ce qu'en vous-même et autour de vous, il y a eu des questionnements autour de ce choix? Est-ce qu'on vous a encouragé ou est-ce que c'était autrement? Voilà. Comment vous avez vécu ce choix d'orientation? Je veux bien me lancer si personne ne veut se lancer. Comme je me suis un peu promenée au niveau des études. Je pense qu'on me dit souvent, oui, tu as perdu du temps, mais en fait, pas du tout. Donc, j'ai eu des expériences folles. Donc, en médecine, donc moi, j'étais pas en France, j'étais en Belgique. Et donc, on avait des stages un peu plus poussés qu'ici en France. Donc, certes, j'ai passé 3 ans pour rien, parce que j'ai pas validé de diplôme. Mais j'ai vu des choses et j'ai appris plein de choses. Le BTS, les stages m'ont beaucoup aidé. Bon, certes, c'est des petits stages. C'était des stages de 6 semaines. Et j'ai pu découvrir différents métiers parce que moi, j'étais sur un BTS qui était très polyvalent. On pouvait travailler en RH, justement, dans le commerce, en HSE. Alors, on pouvait vraiment presque tout faire dans les métiers support avec. Et en fac de langue, je me suis plutôt amusée. J'ai appris, enfin voilà, j'ai un peu
revu certains cours, parce que bon, moi, j'aimais déjà l'anglais de base. Et donc, la fac de langue m'a permis de travailler. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert ma voie. Donc, j'ai travaillé par rapport à mon BTS en RH, en commerce, en logistique. Et ma dernière grosse expérience, c'était la HSE. Et en fait, voilà, c'était vraiment. Ça a été amené d'une autre manière. Je ne suis pas rentrée directement dans le vif du sujet. Mais moi, je devais former des gens. Donc, moi, c'est ma passion. J'adore former les gens. J'aime bien partager mes connaissances et mon savoir. Et comme je formais les gens sur des sujets que je ne connaissais pas, je vais me former d'abord. Donc, je me suis formée très vite, un peu sur le temps, hein, mais très vite, je me suis formée. Et c'est là que j'ai découvert ce qu'il en était vraiment. Parce que ce que j'ai vu en stage, ça n'avait rien à voir. C'était pas du tout ça. C'était une petite partie où on parlait de reconnaissance. Et à l'époque, voilà, 19 à 22 ans, 21 ans, je sais plus, ça passe. À 21 ans, l'environnement, ça ne nous branche pas trop et j'ai découvert que c'était la HSE. Voilà. Alors, une chose importante que vous avez dit quand même, vous avez commencé vos études et puis finalement vous vous êtes rendu compte que ça vous plaisait pas et finalement c'était pas du temps perdu parce que vous avez découvert des choses. Je trouve ça intéressant de se dire ça. Ça veut dire qu'on a aussi le droit de se tromper parfois. Bah, moi, je pense pas que ce soit des erreurs, au contraire. Voilà, j'ai pas trouvé ma voie. Je prends pas ça comme un échec. Pour certaines personnes, oui, c'est échoué, mais non, changer d'orientation, c'est pas un échec. Au contraire, ça nous permet d'être plus ouverts. On rencontre plus de monde, hein. Moi, j'ai rencontré des médecins, des chefs d'entreprise et puis des profs d'anglais et des conférenciers internationaux. Et clairement, moi, je ne vois pas du tout ça comme une erreur, bien au contraire. C'est une chance, je pense. Après, ouais, si on peut faire une carrière lisse, c'est tant mieux, hein. On s'insérera plus facilement et plus rapidement dans le monde du travail. Mais moi, j'aime bien mon petit côté étudiante. J'aime bien l'école. Merci, merci Yamina. Alors, qui nous veut nous parler de son choix de se lancer dans cette filière Aurélie? Alors Aurélie, vous m'avez dit quelque chose d'intéressant quand vous nous avez dit tout à l'heure que c'était pas votre choix premier, l'armée, que vous avez voyagé, vous avez eu des super expériences. Alors, quand vous avez choisi l'armée, pourquoi vous avez choisi l'armée à ce moment-là? Et quand vous en avez parlé autour de vous, quelles ont été les réactions? Alors moi, je reviens sur ce que dit Yamina par rapport, entre guillemets, aux erreurs scolaires. C'est pas une erreur, on apprend toujours de ses erreurs qu'on peut faire. Moi, je dis quand je rencontre mes jeunes, parce que moi j'ai un parcours un petit peu atypique, hein, j'ai tenté des choses qui malheureusement n'ont pas fonctionné, mais je dis que je referai exactement les mêmes erreurs, entre guillemets, scolaires, sentimentales, hein, ça arrive aussi, professionnelles, pour en être où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est vrai que je trouve ça dur en fait pour des fois des jeunes de 15 ans de se dire tu veux faire quoi plus tard? Voilà, et je trouve qu'à 15 ans, c'est très, très tôt pour, trouver sa voie. Bah, pourquoi pas toucher à plusieurs choses? C'est vrai que je trouve que c'est bien ce que font les filles, le fait de faire de l'alternance, moi je dis bravo à l'alternance, on n'en vend pas, assez toutes les ressources que ça donne. Moi j'ai vraiment fait une fac, générale, à être sur les bancs de l'école. Moi, j'ai eu la chance de partir pendant 6 mois aux États-Unis pendant mes études, mais ça reste quelque chose de très basique. Donc, c'est vrai que l'alternance, ça vous met vraiment le pied à l'étrier et le pied au monde professionnel. Donc, moi, c'est vrai que c'était juste une recherche d'emploi. Voilà, comme beaucoup de jeunes qui trouvent pas de boulot, vont rechercher l'emploi. Je me suis dit, j'ai fait moi une fac d'anglais pour être ensuite prof d'anglais. C'est ce que je me suis dit. Et en fait, je n'avais pas du tout la pédagogie et je pense la patience. Les petits collégiens qui pourront nous entendre vont peut-être me comprendre. L'anglais, c'est pas quelque chose qui attire. Donc, je ne me voyais pas devenir prof d'anglais dans un collège ou dans un lycée. Voilà, j'aurais peut-être pas eu la pédagogie. Donc, le fait de plutôt être prof d'anglais pour des adultes, voilà, c'est différent. Donc, du coup, je me suis plus là-dessus. Et au niveau de ma famille et de mes amis, ils ont été un petit peu choqués au début parce qu'ils me voyaient pas, bon, je suis pas la pépette à mettre du vernis, voilà, mais un petit peu, voilà, j'ai mon petit côté un peu plus terrain, j'aime bien faire des choses, je suis une trekkeuse, donc j'ai envie de faire des treks toute seule en sac, etc. Ça les a moins choqué le fait de faire, voilà, mais quand je leur ai expliqué comment j'ai vécu voilà, la formation militaire, parce qu'on passe tous par une formation militaire,
Voilà, j'ai toutes mes copines qui sont vraiment, elles, des belles petites pépettes. Elles se sont dit, «Oh là là, moi, j'aurais jamais pu faire ça». Mais si, parce que ça nous renforce, on apprend plein de choses sur soi-même. Enfin, moi, j'ai tiré au fusil d'assaut, j'ai tiré au pistolet automatique, des choses que je ne referai plus jamais de ma vie. J'ai même tiré à la Kalachnikov, pour vous dire. Je me suis fait mal à l'épaule. Mais voilà, c'est des choses. J'ai fait le parcours du combattant. J'ai fait, voilà, j'ai rampé dans les crottes de lapin, voilà. Des choses, je vais pas garder que des bons souvenirs, mais ça reste, voilà. Et après, quand j'en parle à ma famille ou à mes amis, ils ont plutôt cette fierté. Et après, c'est vrai que même moi, du coup, maintenant, dans mon quotidien, quand les gens me disent: «Bah, vous faites quoi comme boulot?» «Bah, voilà, je suis officier dans l'armée de l'air». Et bah, voilà, j'ai quand même cette fierté de dire, entre guillemets, que je sers mon pays. Et je pense que mes amis, et ma famille sont aussi fiers d'avoir, entre guillemets, un militaire, dans la famille ou dans les amis. Donc voilà. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites finalement, et ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est que la passion, elle est forcément but tout de suite, donc l'armée, et de dire bah voilà, en effet c'était un choix qui était le vôtre, et puis finalement bah, autour de vous, vous avez plutôt été encouragés, les gens ont été surpris, mais finalement encouragés et fiers. Ça c'est intéressant. Exactement. Et je pense qu'il faut. Ouais, Ouais, j'ai fait vraiment une information comme ça aussi au lycée Michelis sur Amiens lundi sur justement le droit des femmes et l'importance d'avoir des métiers un petit peu plus mixtes, justement. Et j'ai le proviseur qui a fait un petit speech en tout début de préparation là, et il a dit surtout oser. Voilà, mesdames, osez. C'est vrai que les femmes, enfin les jeunes, même les jeunes filles, hein, vont pas vraiment oser se lancer dans les métiers comme les mécaniques, comme dans l'industrie. Parce qu'en fait, on a toujours ce cliché, c'est quand même un cliché de dire c'est un métier d'homme. Voilà. Alors qu'il n'y a pas de métier d'homme. Voilà, toutes les femmes ont leur place aussi. Et quand on pense aux militaires, ben on se dit, ouais, je vais pas ma féminité. Bon, on a des trucs, on est obligé d'avoir les cheveux attachés. Moi, j'ai mon chignon. J'ai pas le droit, malheureusement, de mettre du rouge aux ongles. Mais je peux mettre un petit peu de mascara. Voilà, je garde un petit peu ma féminité. Voilà, il n'y a pas de métiers qui sont fermés aux femmes. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant de le dire et de dire que même une femme bah, comme Yamina, hein, qui travaille dans un métier plutôt masculin, des petits talons, sa petite chasuble jaune fluo, et puis hop, c'est parti. On peut garder cette touche de féminité. Nous, on a de la chance dans l'armée de l'air d'avoir des uniformes un peu plus féminins, parce qu'on a quand même le. Bon, là, je suis là que je suis en chemise cravate, ça fait un peu plus sérieux, mais on a des jupes avec les bottes ou des petits escarpins, donc on garde quand même une. On croit déjà que des fois que je suis une hôtesse de l'air, ça me fait des fois plaisir. Mais voilà, on a quand même on peut garder quand même une petite touche de féminité. Donc voilà, il faut oser essayer de se retourner vers des métiers en fait que les jeunes ne pensent peut-être pas des fois. Être entouré d'hommes ne veut pas dire qu'on devient moins une femme. Au contraire, pas du tout. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors, et vous, Eva, quand vous avez décidé de partir d'abord dans les sciences de l'ingénieur, où on retrouve souvent moins les femmes, et de rentrer à la SNCF dans le milieu de la mécanique, d'abord, comment ça vous est venu? Est-ce que vous avez toujours voulu faire ça? Qu'est-ce qui a guidé vos choix? Puis est-ce que vous avez été encouragé ou est-ce qu'on vous a dit, oh là là, mais t'es sûr? Alors, moi, au collège, j'avais des bonnes notes. J'avais des super notes. Et du coup, les profs m'avaient dit, bah, ça tombe bien, Eva, tu pourras faire ce que tu veux. Et moi, à l'époque, ingénieur, j'y avais même pas trop pensé. J'aimais bien les sciences, mais en fait, j'aimais un peu tout. Et puis, j'avais envie de contribuer à l'avenir de la société. Je m'étais dit, bah, je vais faire plutôt du droit ou de la politique. Et j'avais entendu dire que pour faire du droit ou de la politique, il fallait faire un super lycée. Et comme j'habitais en région parisienne, mais pas dans Paris, je m'étais dit, ben, je vais faire des demandes pour des super lycées parisiens que peut-être vous connaissez, Henri IV et Louis-le-Grand. Donc j'ai fait mes petits dossiers et puis j'ai été super bien refusée. On m'a dit, bah, donc, Mademoiselle Andouce, votre dossier il est super, mais par contre vous avez été quand même super loin. Donc nous on prend les Parisiens et pas les banlieusards, donc rentrez chez vous. Donc j'étais un peu très frustrée. Et je me suis dit, ok, bon, bah, du coup, j'ai pas le choix. On était en plein été. Il fallait qu'en mois de septembre, j'aille au lycée. Donc, je me suis inscrite au lycée de mon quartier. Et comme c'était pas un super lycée, je m'étais dit, bah, le moyen de me démarquer, ça va être de prendre l'option que propose ce lycée, que ne proposent pas tous les lycées, qui est
de faire un bac scientifique et non pas SVT, mais sciences de l'ingénieur. Alors aujourd'hui, du coup, c'est plus ça, mais il me semble-t-il qu'il y a encore des lycées qui proposent, je ne sais plus si c'est en première ou en terminale, mais je crois que c'est dès la première, les sciences de l'ingénieur. Moi, j'ai fait ça. Donc, c'est un bac S général, mais j'ai fait zéro biologie. Moi, j'ai fait que des sciences de l'ingénieur, donc de la mécanique et de l'électronique dès la première. Et donc, déjà dans ces classes-là, il n'y avait pas beaucoup de filles. Je crois qu'on était 35, on devait être 5 filles. Et puis, j'ai passé mon bac. Et comme j'étais toujours aussi bonne à l'école, on m'a dit, fais une prépa. Alors, une prépa, les collégiens qui nous écoutent, ils ont le temps de voir venir, mais une prépa, c'est 2 ans, comme au lycée, mais en à peu près 300 fois plus dur. Et je me suis dit, super, ça va être l'éclate, faisons ça, pourquoi pas, allons-y. Et comme je savais déjà à l'époque que, bon, au pire, ça ne me plaisait pas, je faisais autre chose. Encore une fois, on m'avait fait comprendre, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont bien accompagnée, de me dire qu'au pire, ça passait pas, c'était pas grave. Et que, encore une fois, c'est se tromper, entre guillemets, mais finalement, comme on dit Aurélie, Yamina, il n'y a pas d'erreur, donc c'était pas. Voilà, il fallait tenter, donc j'ai tenté, j'ai réussi. Et j'ai intégré une école d'ingénieur qui est à Lille, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle les Arts et Métiers. Donc j'ai fait les Arts et Métiers. Et en dernière année, j'ai fait un double diplôme où je suis partie à Aix-en-Provence au soleil et j'ai fait un master 2 en management général en alternance. Et j'ai fait mon alternance chez L'Oréal. Donc pas du tout à la SNCF, donc pas du tout dans l'industrie et pas du tout avec mon chasuble jaune et les mains dans le cambouis. Et alors au niveau des missions, c'était chouette, mais j'étais qu'avec des femmes. Et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. J'espère que L'Oréal m'écoutera pas, ne regardera pas ce live, parce que sinon ils m'appelleront plus jamais de la vie. mais ouais, non, enfin, j'ai pas aimé l'ambiance, je me suis pas sentie à ma place. Pour autant, je suis une fille jusqu'au bout des ongles, moi, mais j'ai pas aimé. Vraiment, donc je me suis dit, bah, c'est pas grave. J'avais déjà fait mes plans sur la comète, je me voyais déjà commencer mon premier poste là-bas. Et puis, en fait, en cours de route, je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'aurais fait mon alternance. Ce sera une belle ligne sur le CV parce que L'Oréal, c'est quand même une chouette entreprise, mais tant pis. Ça m'a conforté dans mon choix que faut que je retourne sur le terrain. Et donc, c'est là que j'ai postulé à SNCF et que j'ai pris mon poste. Et sachant que j'avais déjà fait des stages quand même un peu dans l'industrie et dans les sciences pendant mon école d'ingé, j'avais fait un stage, non pas en maintenance des trains, mais en maintenance des avions. J'avais travaillé chez Air France et j'avais beaucoup aimé. C'est pour ça que d'ailleurs que je me suis dit, en fait, j'aurais aimé, pour rien cacher à la SNCF qui m'écoute peut-être, mais ils le savent, j'aurais aimé retourner faire de la maintenance sur les avions. Mais en 2020, de la maintenance sur les avions, c'était moyen parti. Donc du coup, bah, je me suis dit, c'est pas grave, je vais tenter la maintenance sur les trains et je regrette pas du tout, c'est hyper chouette. Et j'avais fait un autre stage, lui beaucoup plus théorique. Et là encore, je me suis dit, bah, j'ai bien fait de faire ce stage parce que je sais que du coup, je ne ferai pas ma carrière là-dedans. J'ai fait un stage à l'étranger, à Glasgow, en Écosse, dans une université qui est très pointue dans la recherche scientifique. Et donc, j'ai passé 2 mois là-bas et c'était très intéressant, mais j'avais déjà dit à mon tuteur en partant, c'était hyper chouette, mais bon, vous ne me reverrez pas tout de suite, quoi, mais c'était bien. Mais non, du coup, la recherche, c'est pas pour moi. Il faut des choses un peu plus concrètes. Et du coup, me voilà à la SNCF. Et pour revenir sur la rencontre, je trouve ça hyper intéressant que vous l'évoquiez. Moi, j'ai le souvenir hyper précis d'une prof au collège, en troisième, je crois que c'était, où j'étais en train de faire mes dossiers pour ces fameux lycées parisiens. Et elle m'avait dit, écoute Eva, tu es quand même super forte en sciences et des ingénieurs aujourd'hui en France, il en manque tout le temps. Et en plus, il n'y a pas de femmes. Si un jour tu changes d'avis ou je sais pas, finalement le droit, ça te plaît pas ou que sais-je, pense à ce métier. Elle m'avait dit, je pense que ça pourrait vraiment te plaire. C'est pas forcément ce qu'on croit. C'est pas aussi théorique que ce qu'on peut croire parce que dans les entreprises, un ingénieur, finalement, il peut carrément faire comme je fais aujourd'hui, c'est-à-dire pas mal de terrain. Voilà, penche-toi sur la question et je m'en souviens très bien et ça m'avait marqué. Et du coup, quand j'ai pas été prise dans les lycées, j'ai repensé à ce discours-là. Je me suis dit, ben, en fait, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et du coup, au lycée, quand j'ai fait les sciences de l'ingénieur,
j'ai beaucoup aimé et c'est un peu grâce à elle finalement que j'en suis là parce que si elle m'avait pas dit ça, peut-être que j'aurais même pas pensé que j'aurais fait un bac S SVT lambda et j'aurais pris une toute autre voie qui aurait peut-être été aussi bien mais différente. Donc voilà. Merci Eva. En effet, une rencontre peut nous pousser aussi à être curieux et curieuse et aller voir d'autres voies et pousser la curiosité plus loin puisque ben, on voit à l'université, alors il y a beaucoup plus de filles que de garçons, mais les filles sont moins curieuses pour aller dans certaines branches, notamment les branches scientifiques où on retrouve beaucoup plus les garçons. Et par contre, dans les langues, comme vous êtes allés aussi certaines d'entre vous, il y a 74, il y a 70 plus de 70% de femmes. Euh, et déjà au lycée, hein, les sections dans les filières professionnelles ou dans les sections scientifiques, on retrouve moins de jeunes femmes. Sciences de l'ingénieur, on en parlait tout à l'heure, il n'y a que 13% de jeunes filles. Et pourtant, comme vous l'avez dit, quand on est un peu curieux et qu'on va voir, eh bien, on se rend compte que ce sont des métiers qui sont très intéressants. Alors, je ne vais pas vous reposer la question bien longtemps, puisque pourquoi vous aimez votre métier, je pense qu'on a déjà fait largement le tour, mais en tout cas, on a déjà évoqué un certain nombre de ces questions, hein, il me semble, hein, sauf si vous voulez réintervenir, mais pourquoi vous aimez votre métier, je pense qu'on a déjà les grandes lignes, sauf si vous vouliez y revenir. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Je pense vous l'avez déjà évoqué, que vous avez plutôt été encouragé et que c'est votre curiosité aussi hein, qui a beaucoup nourri ce choix. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ces questions? Ça vous va? Parce que c'est vrai Non, que je c'est vois bon. aussi le temps qui passe. Alors, petite question dans le chat. Et au niveau salaire, est-ce que vous gagnez un salaire qui est à la hauteur de votre poste? Ah bah, du coup, je vais prendre la parole parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Et nous, on a cette chance-là, mais vraiment une chance que personne ne peut avoir encore dans l'industrie, malheureusement pour vous, mesdames. C'est que au même grade, au même niveau, un homme et une femme dans l'armée vont toucher exactement le même salaire. Voilà, ça je trouve que c'est hyper important. C'est que on est un petit peu comme les fonctionnaires. En fait, on est assimilés fonctionnaires, donc c'est par rapport à notre grade, par rapport à l'ancienneté du grade, etc. On a un point avec un indice et en fait, le salaire est vraiment le même. Donc, du coup, même une personne qui est plus sur le terrain, après, c'est les questions de primes. Voilà, il y aura plus des primes qui vont se rajouter, moi qui suis moins sur le terrain, entre guillemets, en opération extérieure, donc je vais moins toucher de primes. Mais voilà, on aura tous le même salaire de base. Donc là, au moins, on n'a pas de discrimination au niveau du sexe. Ouais, c'est Bon, c'est bah intéressant moi, de savoir. oh, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Bah, moi, je suis alternante, donc on suit un barème qui est soumis par l'État, mais voilà, on a des petites primes aussi, on a des petites revalorisations selon l'entreprise. Moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui paye mieux que les barèmes nationaux. Donc moi, pour mon âge et mon ancienneté, qui n'est pas très très grande, je suis à 1076 euros par mois. Voilà. Mais sinon, un responsable HSE gagne en moyenne, elle est entre 2500 et 3000 euros quand il est jeune diplômé. Et après, voilà, ça monte et puis ça monte aussi selon l'entreprise. Il y a des entreprises, par exemple, là où j'ai découvert mon métier, qui, elles, payaient beaucoup. Et voilà, nous, on a la chance de pouvoir faire de la formation et puis être en auto-entrepreneur, par exemple, aussi. Donc voilà. Mais voilà, ça gagne à peu près 2500, 3000 euros par mois en débutant. Et alors, un poste d'ingénieur, Eva, combien on gagne sa vie quand on démarre, enfin, globalement, hein, dans dans les métiers d'ingénieur? Alors, je rebondis juste sur ce qu'Aurélie disait. Bon, c'est plus vrai aujourd'hui, mais pour les agents SNCF qui ont été embauchés avant l'année 2020, c'était pareil. Il y avait une grille, donc les femmes et les hommes étaient payés exactement le même salaire pour le même poste et le même grade. C'est un avantage d'être une entreprise
c'est pas des fonctionnaires, mais c'est voilà, c'est un statut qui est particulier pour la SNCF. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, c'est plus vrai parce qu'ils sont passés, voilà, le statut a changé au 1er janvier 2020. Donc maintenant, moi, par exemple, qui suis arrivée au mois d'octobre, j'ai négocié mon salaire comme je l'aurais fait dans une entreprise privée, comme chez L'Oréal, voilà, exactement de la même manière. Donc peut-être que je compte sur la SNCF pour pas que ça arrive, mais peut-être qu'à l'avenir, du coup, il y aura un écart possible entre les femmes et les hommes. Je pense qu'ils feront quand même très attention parce que voilà, c'est dans la culture d'entreprise aussi de maintenir le fait qu'il n'y ait pas qu'il y ait pas d'écart entre le salaire des femmes et des hommes. Donc je compte sur la SNCF. Mais alors Oui, du coup, c'est une démarche de l'entreprise, c'est vrai. exactement. Alors du coup, combien est payé un ingénieur? Alors, je vais parler de mon salaire. Un ingénieur, comme ça veut tout et rien dire, qu'on peut sortir de plein d'écoles différentes, post-bac, post-prépa, etc., ça peut varier pas mal quand même. Moi, en sortant de prépa et d'une grande école, je suis payée cher. Il ne faut peut-être pas le prendre, voilà, prendre avec des pincettes ce que je dis. Je sais que je suis payée cher et que j'ai beaucoup de chance. Et en plus, j'ai négocié, la SNCF, j'ai bataillé avec eux pour avoir plein de sous. Et du coup, je suis payée à peu près 2500 euros net par mois, ce qui est beaucoup parce qu'en plus, je ne suis pas à Paris. Donc, on dit souvent, et c'est vrai qu'en province, on gagne un peu moins qu'à Paris. Mais c'est ce que j'aurais pu prétendre chez L'Oréal à Paris. Donc, ça veut dire que quand même, c'est pas mal. Il y a eu un bel effort de fait de leur part. Donc, c'est un beau salaire. Franchement, je suis hyper contente. Ça vaut le coup de faire Voilà. des études, ça vaut Ça le vaut coup le de coup. Ah s'accrocher. bah oui. Bah, Voilà. Et, sinon, je ne les aurais pas faites. et c'est vrai que c'est ce qu'il faut dire aussi dans le secteur industrie et maintenance, sont des secteurs qui recrutent en Hauts-de-France et ce sont des secteurs dans lesquels on gagne bien sa vie si on est qualifié. Voilà. Ouais. Donc c'est intéressant aussi de le savoir quand on est en recherche d'une orientation. Alors on a parlé des salaires, mais plus globalement, on a beaucoup parlé de l'égalité homme-femme et revenir simplement sur la définition déjà de qu'est-ce que c'est que l'égalité. Donc ça consiste à assurer l'accès des femmes et des hommes exactement aux mêmes opportunités, aux mêmes droits, aux mêmes occasions de choisir, hein, donc cette possibilité du choix, c'est important, aux mêmes conditions matérielles, tout en respectant leurs spécificités. Voilà. Donc là, c'est un message pour vous, les jeunes. Choisissez votre orientation. C'est la vôtre et c'est celle de personne d'autre. Personne ne peut faire le choix à votre place. Vous avez autour de vous plein de gens qui vont pouvoir vous conseiller, mais écoutez aussi, vous, qui vous êtes. Prenez des conseils, soyez curieux. Hein. Parfois, on va refuser un choix ou on va choisir autre chose, pas parce qu'on s'est écouté, mais parce qu'on a écouté les copains, parce qu'ils connaissent pas et qu'ils ont donné leur avis, ils ont dit oh ben non, mais c'est pas pour les filles, ou simplement parce que on a vu quelque chose à la télévision ou que on a été influencé par les médias et que du coup on va pas oser y aller. En fait, essayez vraiment de prendre de la distance avec tout ce qui peut vous influencer. Par contre, ouvrez vos écoutilles aux professionnels, à ceux qui connaissent le métier. Voilà, ce sont les gens qui connaissent le métier qui vont pouvoir le mieux vous en parler. Donc, informez-vous, soyez curieux, soyez curieuse, cherchez des informations. N'hésitez pas à aller à la rencontre des professionnels, des hommes et des femmes. N'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site de Proche Orientation aussi pour vous informer sur les métiers. Il y a plein de replays de rendez-vous comme aujourd'hui qui sont aussi des bonnes sources d'informations. Et puis, n'hésitez pas à aller faire des stages. Il n'y a rien de mieux que d'aller sur place pour voir comment ça se passe et découvrir la réalité du quotidien. Donc maintenant, comment faire si vous êtes intéressé par un de ces métiers? Eh bien, je vous invite à vous tourner vers vos enseignants, vos profs principaux particulièrement, et aussi le psychologue éducation nationale de votre établissement. Ce sont des professionnels proches de vous qui peuvent vous accompagner dans votre recherche de projets personnels. Hein. Et si vous souhaitez faire un stage pendant les vacances scolaires, quand l'établissement, quand votre collège est fermé, quand votre collège ou votre lycée est fermé, vous pouvez aussi contacter Proche Orientation parce qu'on peut vous faire une convention de stage en dehors des périodes possibles pour l'établissement.
Donc, vous pouvez aller découvrir des métiers, n'hésitez pas. Je vous donne aussi le rendez-vous sur le site de Proche Orientation et puis sur votre ENT et sur YouTube, puisque vous pouvez revisionner toutes les visios, tous les rendez-vous de Proche Orientation, de rencontres avec des professionnels. Voilà, ça permet d'avoir le vécu, le ressenti de personnes qui exercent vraiment ce métier. Personne ne peut mieux parler de son métier que celui qui l'exerce au quotidien. Voilà. Donc, soyez curieux, allez à la rencontre des professionnels et, et voilà, faites votre choix selon qui vous êtes, vous. Allez à la rencontre de qui vous êtes en étant curieux, en vous informant. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Un grand merci Aurélie, Yamina et Eva pour ce temps d'échange vraiment riche, avec beaucoup de peps. Voilà, c'était vraiment dynamique, et c'était aussi, je trouve, très encourageant et très motivant pour les jeunes de découvrir ces secteurs dans lesquels il y a du travail. Il y a autant de place pour les hommes que pour les femmes. Il y a des possibilités d'avenir, il y a des recrutements. C'était vraiment très, très riche. Je vous laisse saluer les invités et à très bientôt pour un prochain rendez-vous Proche Orientation. Merci Ingrid, merci à tous et bonne continuation. Merci beaucoup. Et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.